Salut les sorciers, salut Marine, salut Lorraine. Hello Jean. Salut Jean. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Science en question. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'arrivée des hommes préhistoriques en Europe. Qui étaient-ils? Comment sont-ils arrivés? Par quels chemins sont-ils passés? Et comment se sont-ils adaptés au climat et à leur environnement? Grâce à nos deux invités, nous allons vous transporter au cœur des sites de fouilles archéologiques pour mener l'enquête. Vous verrez qu'aujourd'hui, les scientifiques sont même capables de reconstituer les paysages du passé. Bon, je vous en dis pas plus, on se retrouve à la préhistoire. Il y a 1,8 million d'années, les hommes préhistoriques auraient quitté l'Afrique en direction du Caucase, situé aux portes de l'Europe. C'est la première fois qu'ils sortent du continent africain. D'abord, ils peuplent l'Asie, puis un peu plus tard, entre 1,4 et 1 million d'années, nos ancêtres seraient arrivés par vagues successives dans le sud de l'Europe. Petit à petit, ils occupent l'ouest et le nord. Ces premiers hommes savaient déjà comment tailler des pierres pour fabriquer des objets tranchants rudimentaires, mais plus récemment, il y a environ 700 000 ans, on observe une seconde phase d'installation en Europe qui pose encore beaucoup de questions. Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir Marie-Hélène Moncel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en question. Merci. Vous êtes préhistorienne et directrice de recherche au CNRS. Vous êtes spécialisée dans les comportements des hommes préhistoriques, en particulier chez les premiers peuplements humains en Europe et jusqu'à Néandertal. Alors, quand on dit que vous êtes spécialisée dans les comportements des premiers hommes, ça veut dire quoi? À quoi vous vous intéressez finalement? En fait, je travaille sur ce qu'ils ont bien voulu nous laisser, c'est-à-dire les matières non périssables, des Pas outils. grand-chose. Voilà, pas grand-chose, des outils, comme par exemple celui-ci que je vous ai apporté, un biface. En fait, on essaye de reconstituer les comportements techniques qui leur permettent de fabriquer les outils, donc leur niveau de cognition. Très bien. Le niveau de cognition, c'est, on peut dire, l'intelligence Oui, c'est-à-dire les capacités à travailler la pierre, à fabriquer un objet, à concevoir à l'avance tous les gestes qui vont permettre de fabriquer, par exemple, cet objet. Et donc ça renseigne sur un niveau intellectuel, de compétences techniques de ces hommes. Alors, dans l'introduction, je parlais d'une seconde phase d'installation qui date d'il y a 700 000 ans. Qu'est-ce qui la caractérise, cette seconde phase d'installation en Europe ? Alors cette phase, en fait, il faut juste rappeler un tout petit mot de ce qui se passe avant. On a les preuves de l'arrivée des hommes en Europe entre 1 million et 1,4 million. Ce sont des hommes qu'on appelle homo antecessors, et ils ont des objets assez simples. Et à partir de 700 000 ans, apparaît un nouvel outil, qui est le biface, comme cet objet, et qui montre une capacité technique beaucoup plus élaborée, une compétence pour travailler à la pierre beaucoup plus élaborée. Alors il n'y a pas que le biface, bien sûr, mais ces hommes qui arrivent ont cette capacité à fabriquer ces grands outils tranchants. Alors pourtant, le biface, il existe déjà en Afrique il y a 1,8 million d'années. On en retrouve les premières traces en Europe autour d'1,4 million d'années, au Proche-Orient plutôt. Alors au Proche-Orient, voilà, c'est une grande énigme actuelle qu'on tente de résoudre. Le biface apparaît à 1,8 million en Afrique. Il va être au Proche-Orient assez tôt, on va dire autour d'1,4 million. Et on va le voir en Europe qu'à 700 000 ans. Donc ça, c'est une très très grande énigme qu'on tente de résoudre. Pourquoi l'Europe reste un peu à l'écart des peuplements? Pourquoi cette zone ne semble pas intéresser ces premiers hominidés qui quittent l'Afrique? Quelles sont les grandes hypothèses qui existent à l'heure actuelle? Alors les hypothèses, elles sont multiples, comme toute hypothèse en préhistoire, c'est multifactoriel. Soit des raisons climatiques, c'est-à-dire que l'Europe ne convient pas à ces hominidés, ils préfèrent aller ailleurs. Soit des raisons liées en partie topographiques et climatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des bons corridors de circulation qui permettent d'accéder facilement vers l'Europe. Ou peut-être que leur niveau de compétence pour fabriquer des objets ne leur permettait pas de s'installer dans ces zones tempérées, qui étaient un peu éloignées au niveau climatique de ce qu'ils connaissaient au Proche-Orient et en Afrique de l'Est. Gardons un peu de mystère pour la suite de l'émission et d'abord testons les connaissances du public sur la préhistoire. Pour ça, nous sommes allés dans la rue équipés de notre mot mystère à la rencontre des passants. Celui qu'on a choisi, le mot mystère que nous avons choisi, c'est homininés. Écoutez-les. Homininés, j'en ai aucune idée. Ça vient de homo, peut-être. H-O-M-O, homme, voilà. C'est un type d'espèce ou l'être humain, quelque chose comme ça? Non, quelque chose comme ça. C'est un rapport avec les animaux, c'est peut-être un clade ou un truc comme ça, je sais pas. Ouais, ça ressemble à hominidés, mais je sais pas du tout ce que c'est. C'est quoi, hominidés? Bah, c'est les hommes, non? Ça fait penser à quelque chose de petit, avec le mot mini, voilà. Ouais, des petits objets ou des petits animaux.
À mon avis, ça fait penser aux espèces, une ancienne espèce, un descendant, un ancêtre de l'espèce humaine. Peut-être des cousins, donc les singes. À mon avis, quand je pense à ce mot, c'est des mammifères à quatre pattes qui ont des mains avec des cousins de l'espèce humaine. Tout ce qui est animal qui marche sur deux pattes ou quatre pattes, peut-être quelque chose comme ça. Les premiers hommes, les primitifs. Alors du coup, sur les petits animaux qu'il pouvait y avoir à la préhistoire. Ouais, je reste sur mon histoire des animaux. Et dans le mot homininés, est-ce qu'il y a une partie que vous reconnaissez? Mini. Et du coup, le haut est peut-être pour le fait que c'est ancien. En mode oh, c'est loin. Alors, c'est loin, effectivement, oui, ça c'était il y a très longtemps. Quelqu'un a évoqué aussi les hominidés. Oui. Quelle est la différence entre hominidés et homininés ? Alors déjà, ça se relie au genre Homo. Nous sommes la dernière espèce Homo vivant sur Terre, les sols. Il faut quand même avoir ça aussi à l'esprit. Dans la préhistoire, il y a eu toujours, tout le temps, plusieurs espèces qui ont cohabité, qui occupaient des niches écologiques différentes. Et donc, il faut avoir l'esprit de ce buissonnement, là, comme vous voyez à l'écran. Là, ce qu'on voit, ce buissonnement dans lequel ce n'est pas une ligne linéaire de l'évolution humaine. À partir donc d'ancêtres communs, il va y avoir ce buissonnement qui va nous amener progressivement à nous, hommes modernes, ce qu'on appelle Homo sapiens. Et dans le passé, donc, il y a eu différentes espèces qui ont cohabité. Alors, on pense souvent à Lucie, qui est un australopithèque, mais qui n'est qu'un cousin, une cousine de nous. Et donc, au sein donc, de ce creuset commun, on va arriver vers le genre Homo. Et on voit sur ce... Donc, qu'est-ce qu'on voit ici sur Alors, sur les hominidés regroupent à la fois le genre Homo et, par exemple, les orang-outans qu'on met à part. Et ensuite, on va arriver dans ce qu'on appelle les homininés, avec les gorilles, les chimpanzés. Donc, ils vont se séparer plus tardivement de cette branche, et ensuite le genre Homo. Homininés, c'est à partir de la couleur rouge qu'on voit la séparation, probablement, c'est autour de 7 millions d'années, on va dire, qu'on diverge, et qu'il va y avoir des histoires différentes entre les grands singes, chimpanzés et gorilles, et notre espèce, avec toujours cette idée de buissonnement, dans lequel émergent différents types d'homininés et avec des ancêtres communs. Oui, donc c'est pas du tout une histoire linéaire. Pas du tout, il ne faut pas imaginer qu'on va avoir les espèces qui se suivent, c'est vraiment un buissonnement dans lequel on a du mal à trouver les racines de chaque émergence d'espèces, et dans lequel progressivement on va arriver à différents types d'hominidés, et à nous seuls maintenant qui restons sur Terre. Avant de continuer, je voudrais quand même qu'on précise, ce qu'on voit à l'écran, c'est un arbre phylogénétique, c'est ça? Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle nous ça aussi, ce buissonnement d'espèces avec des moments de séparation à certains moments. On a des ancêtres communs, quand on voit le bas du graphique, et après, petit à petit, on diverge et on a des histoires indépendantes les unes des autres. Si j'utilise une image très grossière, vous me dites si je suis complètement à côté de la plaque, mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est notre arbre généalogique? Oui, en quelque sorte, tout à fait. Nous partageons un ancêtre commun avec les orang-outans, avec les gorilles, avec les chimpanzés. Mais à un moment donné, notre histoire va diverger et on va arriver tout doucement vers notre propre histoire, le genre Homo. Et donc parmi toutes ces espèces, celle qui correspond à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire autour de 700 000 ans, on l'a dit, c'est Homo heidelbergensis. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ? Alors cette espèce, on n'en sait pas grand-chose. En fait, on la connaît surtout par les outils, parce qu'on a très très peu de restes fossiles. Il faut imaginer qu'on travaille dans la profondeur du temps, sur des milliers d'années, et donc on a quand même très très peu de restes conservés. Ils n'enterraient pas leurs morts. Donc quand on retrouve des restes humains, c'est probablement des restes qui ont été apportés par des carnivores qui consommaient ces individus morts, et on les retrouve par hasard dans un site archéologique. Et donc on a très très peu de restes, mais on a quand même une idée par les quelques restes, par exemple une mandibule, quelques fragments d'os long, pour reconstituer l'aspect de ces hommes qui vivaient en Europe. Mais probablement au sein d'Heidelbergensis, il devait y avoir peut-être différents types d'hominidés qui occupaient l'Europe. Vraiment de tout petits restes, vous arrivez à avoir une idée de la corpulence, Tout à fait, ça c'est de l'anatomie fonctionnelle en quelque sorte. La morphologie de la mandibule nous donnait des individus très robustes, sans doute avec des mandibules très très fonctionnelles, très costauds. On a une image justement pour montrer à quoi ressemble Homo heidelbergensis. Alors ce sont des hypothèses bien évidemment, parce qu'on n'a pas grand-chose, mais quand même on sait que ce sont des individus robustes, avec un crâne, avec un cerveau assez gros, alors un peu moins gros que le nôtre, une stature assez grande, on estime autour d'1m60, 1m70 ces individus, et donc c'est eux qui occupent l'Europe à partir de 700 000 ans. Alors Marie-Hélène, votre travail, c'est de mener des fouilles pour trouver des indices et comprendre comment les hommes préhistoriques vivaient. Alors je vous propose qu'on vous suive sur le terrain pour découvrir ce que vous avez appris sur l'installation de nos ancêtres en Europe. C'est notre séquence Science en Action. Lorraine, avec toi, on va visiter 2 sites préhistoriques. Tout à fait, mais d'abord, posons les bases. Des indices montrent que Homo heidelbergensis s'est installé en Europe il y a 700 000 ans,
Mais l'Europe, c'est vaste et il ne se trouve pas partout. Où est-ce qu'on le retrouve, Marie-Hélène ? Alors on le trouve dans plusieurs endroits, mais surtout ils ont occupé le sud de l'Europe, parce que les climats étaient proches de ce qu'ils connaissaient au Proche-Orient, probablement d'où ils viennent. Mais on a quand même des preuves maintenant depuis quelques années qu'ils occupaient également le nord-ouest, plus précisément de l'Europe. Par exemple le nord de la France ou le sud de l'Angleterre. Et ça, c'était pas évident au vu du climat qu'on imagine. Voilà, tout à fait, parce qu'il faut revenir sur l'idée qu'au cours du Quaternaire, la période sur laquelle correspond au genre Homo, on a des variations climatiques marquées entre des périodes plus froides et des périodes plus tempérées. Et donc lorsqu'il fait trop froid, le nord de l'Europe est invivable. Les glaciers sont trop proches, il y a des vents glaciales, les animaux disparaissent, donc les hommes également ne peuvent plus vivre dans ces zones-là. Quand vous parlez de période froide et de période chaude, on est d'accord, c'est pas les saisons Non, pas du tout. C'est des grands interglaciaires, ce qu'on appelle des grands glaciaires. Par exemple, nous, actuellement, nous vivons dans un interglaciaire. Et donc, lorsqu'il fait trop froid, imaginez des masses glaciaires gigantesques qui couvrent jusqu'au sud de l'Angleterre, jusqu'à Londres, et donc qui envoient des vents glacials. Plus personne ne peut vivre, ni même les animaux. Donc les hommes disparaissent de ces zones-là. Donc ils vont se concentrer plutôt dans le sud, là où les variations climatiques sont moins marquées. Par exemple, entre glaciaire et interglaciaire, c'est à peu près la même chose. En tout cas, on ne sent pas vraiment la différence de climat. Et pourtant, il y a un site clé qui permet d'affirmer la présence des premiers hommes dans le nord de l'Europe. C'est Moulins-Quignon, dans la Somme, que vous connaissez bien. Alors, vous avez fouillé ce site en 2016-2017, mais vous n'êtes pas la première préhistorienne de l'histoire à vous intéresser à ce site. Quelle est l'histoire de ce site ? Alors, ce site est assez extraordinaire parce qu'il a été découvert par Boucher de Perthes, qui était l'inventeur de la préhistoire, quand même. Vive les Français, qui ont quand même créé la préhistoire. Voilà. Et ce site avait disparu parce que, le hasard de l'urbanisation, etc. Et on savait qu'il y avait quand même des bifaces, parce que Boucher de Perthes avait laissé des bifaces au Muséum national d'histoire naturelle, là où je travaille. Et on a eu beaucoup de chance, parce que la mairie nous a permis de refaire des fouilles au milieu des immeubles, et on est retombé sur des niveaux en place de ce site, et on a pu reprouver que ce site était vraiment un site préhistorique, donc bravo Boucher de Perthes, il avait raison, et on a pu surtout redater ce site avec nos méthodes modernes actuelles, et donc préciser que ce site avait 670 000 ans. Oui, parce que des sites de ce type-là, avec ces indices d'occupation humaine, en fait c'est très rare dans ces endroits. Oui, voilà, il faut s'imaginer une densité de population très faible, donc peu d'individus, mais on a quand même la preuve de leur passage, de leur présence, et on a vraiment effectivement très peu de sites en Europe datant autour de cette période clé pour moi, de cette arrivée d'Heidelbergensis en Europe. Et là, on a donc un site magnifique parce qu'on a des niveaux en place, 670 000 ans, et on a pu démontrer qu'il était présent quand il faisait froid. Donc, ce qui est complètement contraire à ce qu'on avait imaginé avant, que ces zones étaient inhabitables quand il faisait trop froid. Quand vous dites des niveaux, c'est des alors, ce sont des strates, comme vous le voyez. Alors, ça semble un petit peu compliqué quand on voit cette photo, mais en fait, ce sont des strates stratigraphiques, archéologiques, des niveaux de dépôt de la rivière, puisqu'on est en bord de la Somme, la Paléosomme en quelque sorte. Les hommes venaient s'installer au bord pour trouver probablement des carcasses d'animaux, puisque c'était surtout des charognards. Et donc, on a cette accumulation de limons et de graviers qui correspondent à l'histoire de la rivière. Et au sein de ces limons de graviers et de limons, on a retrouvé du matériel en place, des outils et, par exemple, des bifaces. Ça correspond aux différentes couleurs qu'on voit sur Voilà, l'image. alors ça semble un peu biscornu, Ouais. Ils ne vivaient pas dans des trous, ils ne vivaient pas dans des choses en pente, mais ça, c'est toute l'histoire du site qui vient après la fin, les quantités de strates qui s'accumulent, et il y a plein de perturbations dues à la tectonique, dues au poids des sédiments qui compressent. Et donc là, nous, c'est notre étude qui va permettre de décrire ces différentes couches, mais bien sûr, ça ne reconstitue pas le site tel qu'il était. Il faut faire un gros travail d'imagination, du coup, j'imagine. Tout à fait. Quand on fouille, en fait, c'est parfois un peu abstrait quand on regarde ça. Ouais. C'est pour ça, quand je suis avec les étudiants, il faut toujours essayer de reconstituer l'image du paysage au moment où les hommes venaient. Et ce paysage n'a plus rien à voir avec le nôtre, puisque le paysage évolue en permanence sur Terre. C'est le principe même de l'érosion en permanence. Mais du coup, quels objets, quels indices vous avez trouvés donc, pour prouver l'occupation ? Par exemple, on a trouvé ces fameux bifaces, qui sont actuellement les plus vieux bifaces dans le nord de l'Europe. Ils datent donc de 670 000 ans. On a repoussé de 100 000 ans l'occupation de la vallée de la Somme et du nord de la France, et même du nord-ouest de l'Europe, puisque ce sont vraiment les plus vieux bifaces. Et ils prouvent donc une technologie qui est typique des Homo heidelbergensis. Oui, parce que là, vous en avez un d'ailleurs devant vous, un biface. Pour le commun des mortels, c'est un gros caillou.
Alors voilà, sans doute, mais pour moi, c'est la chose la plus précieuse qui soit. C'est extraordinaire comme objet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Tout à fait. Alors quand vous le voyez, c'est un objet qui est pointu, mais en fait, il a été travaillé sur les deux faces, qui nécessite donc une préconception à l'origine. On va prendre un bloc et on va être obligé de tourner en permanence l'objet de manière à obtenir cette symétrie et obtenir même à la fin, par un travail très soigné, des bords qui sont quasiment rectilignes. Et ça, les hommes avant Heidelbergensis ne sont pas capables de le faire. Donc ça veut dire un niveau de cognition qui est très élaboré, et donc probablement un changement dans les comportements même plus généraux, de mobilité, de gestion des matières premières, même de récupération de la viande, et donc qui indique que ces hommes à Moulins-Quignon probablement étaient capables de s'adapter dans des milieux beaucoup plus diversifiés qu'on imaginait avant. Oui, parce que pour faire un outil comme ça veut dire qu'il faut anticiper à l'avance les éclats où je vais taper pour que j'obtienne cette forme-là. Tout à fait. C'est le principe de la travail de la pierre, en fait, qui a été connu très longtemps, puisqu'on a la preuve que les hominidés en Afrique, à 2,6 millions, ont compris comment travailler la pierre. Ils ont compris la base. Mais après, pour arriver à un objet comme ça, il faut avoir un degré de cognition beaucoup plus élevé. Et donc, on est obligé, en tapant, ça va ressortir un enlèvement en dessous, et on est obligé de tourner en permanence l'objet de manière à obtenir cette pièce parfaitement symétrique et avec cette morphologie qui est parfaite. Et alors, quelle est l'histoire de celui-là en particulier? Alors, celui-là, il a été trouvé en France, dans la vallée de la Loire. En fait, c'est un site encore contemporain de Moulins-Quignon. Il date de 700 000 ans, donc légèrement plus vieux. Le plus vieux biface, parmi les plus vieux bifaces d'Europe. Et donc il est daté d'un site qui s'appelle l'Anoira, et on a pu prouver par exemple sur ce biface, en travaillant au microscope, qu'il a été utilisé notamment dans cette partie-là pour découper de la viande. On a des traces microscopiques qu'on peut voir grâce au microscope électronique à balayage, qui a des polis typiques de découpe de la viande avec des micro-résidus qui sont des micro-moulages de petits fragments de peau et de viande qui ont été travaillés avec cet objet. Et en fait, vous avez l'empreinte de ce qui a touché cette Voilà, l'empreinte, bien sûr, ce ne sont pas des micro-fragments de viande datant de 700 000 ans, mais toute l'histoire géologique de cette pierre a permis donc de conserver ces micro-fragments. Et donc, ça nous donne des informations sur la fonction de cet objet. Ça ne nous donne pas des informations sur le sens qu'avait cet objet, qui est très complexe à fabriquer. Peut-être qu'il avait une autre valeur symbolique, puisqu'en fait, la plupart du temps, ils sont assez rares, ces objets, dans les sites. Et comment vous parvenez à les dater, finalement ? Alors, on ne date pas l'objet directement, la pierre, on ne la date pas. On va dater justement les sédiments dans lesquels se trouve cette pierre, comme vous avez vu sur la photo de Moulins-Quignon. Alors, il y a différentes méthodes actuellement. Alors, pas le carbone 14, qui est pour des périodes beaucoup plus récentes. Et nous, on va dater soit les os, qui sont dans les sites. Alors malheureusement à Moulins-Quignon, il n'y avait pas d'os conservé, mais on peut aussi dater les grains de quartz, ou on peut aussi dater des minéraux volcaniques quand on est dans une zone volcanique, et là on date en quelque sorte les cendres d'éruptions volcaniques dont on connaît bien l'âge précis. Avec vos travaux à Moulins-Quignon et les informations qui viennent aussi de sites de fouilles au Royaume-Uni, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez repoussé de 100 000 ans l'arrivée de ces hommes dans le nord de l'Europe. En quoi cette découverte, elle a fait beaucoup de bruit? Qu'est-ce que ça implique? Quelles adaptations on peut imaginer que cet homme a mis en place? Voilà, pendant très longtemps, on a pensé que ces hominidés n'étaient pas capables de s'adapter à des environnements très froids. Et du reste, les Anglais ont très très peu de sites. Et les rares sites qu'ils ont, je peux même dire 2 sites qu'ils ont, montrent dans un environnement plutôt tempéré. Donc on se disait, ils ne sont pas capables de s'adapter à un environnement trop froid. En fait, là, Moulins-Quignon montre que ces hominidés, avec leur technologie, leur capacité, avaient peut-être trouvé des moyens de s'adapter à des milieux plus froids, par exemple des hivers plus rudes. Ça peut être par exemple des vêtements, des protections, ça peut être des coupe-vents, ça peut être aller s'installer dans des endroits plus ensoleillés de la vallée. En tout cas, par rapport aux hominidés d'avant, ils étaient capables de s'installer dans des zones où les conditions, a priori, n'étaient pas favorables. Et vous, ce que vous aimez faire, c'est aussi comparer leurs habitudes de vie avec les peuplements du sud de l'Europe, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc je vous propose d'aller dans un site très important, le site de Notarchirico, en Italie. Et c'est un site qui est particulièrement riche en informations, ce site-là. Tout à fait. Alors c'est un site qui est pour moi un bijou, puisqu'en fait là, on a 100 000 ans d'occupation humaine dans ce site. Ces hominidés ont occupé en fait les bords d'un lac. On a imaginé un bassin lacustre avec de l'eau qui clapote en quelque sorte, le barrissement des éléphants, puisqu'on a des éléphants antiques qui étaient les plus grands éléphants d'Europe. Ces éléphants qui pouvaient être tués par des carnivores ou morts naturellement. On a aussi plein d'autres grands herbivores, des bisons, des chevaux, etc. Et ces hommes sont venus pendant 100 000 ans régulièrement le long de ce lac, parce qu'ils savaient trouver de la viande, ils étaient charognards, et il y avait de la matière première, puisque c'était sur des plages de galets, avec plein de types de matières premières différentes. À l'inverse de Moulins-Quignon, dans lequel on est dans le monde du silex, là, ils vont utiliser plein de matériaux différents.
des galettes calcaires, des roches volcaniques, des petits morceaux de silex, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est à la fois de travailler sur cette longue séquence qui nous montre plein d'occupations différentes quand il fait froid et quand il fait un peu moins froid, et les différents types de matériaux. Comment ils vont s'adapter avec leurs compétences à des matériaux très variés. Donc à la fois, ils se sont adaptés pour les matériaux, pour les ressources dans le sud, et ils sont aussi su s'adapter au climat dans le nord. Ça voilà, démontre bien. Tout à fait. Ces heidelbergensis ont des compétences nettement supérieures à ce qu'on imaginait il y a quelques années. En tout cas, les limites qu'on leur imposait, les contraintes, elles semblent ne pas exister pour le moment. Et ça, on peut faire l'hypothèse que c'est lié à leur degré de cognition qui serait plus important ? Oui, probablement. Le fait qu'ils soient capables de fabriquer un objet de ce type montre un degré de cognition beaucoup plus élaboré que les hominidés d'avant. Et donc, ça veut dire probablement des capacités de mobilité dans un environnement, de trouver des sites. Une connaissance, de toute manière, par exemple, de Terquerico montre que pendant 100 000 ans, il y a une transmission de génération en génération d'un coin qui est bien, là où on va trouver à manger, on va trouver de la matière première. Voilà. Et ils reviennent régulièrement. Alors, je ne peux pas vous dire quel rythme. Est-ce qu'ils reviennent tous les ans, tous les 10 ans ? On est incapable de donner le rythme, mais en tout cas, on sait qu'ils reviennent. Ça veut dire que cet endroit est vraiment favorable à l'occupation. On est dans une zone volcanique. On sait que les zones volcaniques sont très très riches pour la faune, pour la végétation et pour tout. Mais pourtant, les zones volcaniques ne sont pas idéales pour fabriquer des outils puisque la pierre volcanique n'est pas très résistante, non ? Oui, mais là, on est sur des plages de galets qui sont remplies de galettes calcaires. Donc, ils utilisent ces galettes calcaires. On a aussi des fragments de roches qu'on appelle des radiolarites, par exemple, qui se taillent très bien, avec un grain très fin. On a plein de types de matériaux et ils ont très bien su s'adapter et trouver les meilleurs possibles. Ils étaient en fait des géologues en quelque sorte. Ils ne faisaient pas des lames minces comme nous, mais à l'œil, ils savaient choisir la roche qui allait être la plus apte à fabriquer des outils. Alors là, on voit quelques images du site au sud de l'Italie. Qu'est-ce qu'on voit par exemple ? Alors là, par exemple, on est dans un niveau qui est daté de 610 000 ans. On a une dent d'éléphant. Donc, vous voyez les lamelles un peu, juste au-dessus de la petite échelle. Et de part et d'autre, vous avez deux outils sur des galettes calcaires qui ont été abandonnés à côté de cette dent d'éléphant. Elephas antiquus, un des plus grands éléphants d'Europe, qui a vécu en Europe. Donc vous avez une idée de la faune aussi qui était présente ? Tout à fait, ce site aussi est vraiment très très intéressant parce que la faune est conservée, à l'inverse malheureusement de Moulin-Quignon. Là vous avez par exemple un crâne de cet éléphant, Elephas antiquus qu'on appelle. Vous avez les deux défenses et le crâne. On est en train de travailler aussi sur ce crâne parce qu'on se demande s'il n'a pas été ouvert pour accéder à la cervelle. Ça c'est quelque chose qui leur plaisait beaucoup, qui devait être très nutritif. Ouais. Ils cassaient aussi souvent les os pour manger la moelle. La moelle est très nutritive. Et bien sûr, après, ils accédaient aussi à la viande qui était sur ces carcasses. Et ça, vous arrivez à le savoir en étudiant donc les silex, enfin pas les silex du coup, puisque c'était plutôt à Moulin-Quignon, mais en étudiant les pierres que vous trouvez sur place. Voilà, les outils. Alors déjà, l'ensemble des outils qu'on trouve nous permet de nous renseigner sur le niveau technique de ces hommes, sur la diversité des objets qui sont fabriqués. Donc ça peut nous donner aussi une idée des besoins liés aux activités. Puis après, par la microscopie, on va essayer de voir la diversité des fonctions. Et on a par exemple le travail de la viande, mais également du bois. On sait qu'ils devaient fabriquer sans doute beaucoup d'objets en bois. Malheureusement, on ne les retrouve pas. Et là, en fait, on accède au monde de l'invisible grâce à la microscopie. Et donc, on a une idée à peu près de la diversité des activités. Et par exemple, dans ce site, on peut dire qu'il y a des activités qu'on appelle domestiques. Ils ne sont pas là que pour récupérer la viande. Ils sont là aussi pour vivre au quotidien. Et ils profitent bien sûr des carcasses qui sont disponibles. C'est fou parce qu'en préhistoire, j'ai l'impression que chaque nouvelle fouille, chaque nouvel objet qu'on trouve peut remettre en cause plein de choses qu'on imaginait, à la fois sur les méthodes, les façons de vivre, les niveaux de cognition. Chaque nouveau site, c'est l'ouverture vers plein de portes. Bien sûr, la préhistoire, c'est un état, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est un état actuel tenté, mais demain, on peut dire le contraire comme confirmé. C'est sûr que la préhistoire, on ouvre une porte et on en trouve 10 de fermées. Mais c'est ça l'intérêt, c'est ça qui est assez énorme intellectuellement. Enfin, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on est toujours en train d'essayer d'apporter des briques supplémentaires, en quelque sorte, à un mur qu'on construit tout doucement, et pour essayer de comprendre le mieux possible les modes de vie de ces hommes qui ont occupé l'Europe. Alors faisons une pause dans cette histoire passionnante. On retourne voir les Homo sapiens dans la rue. On leur a demandé d'imaginer comment vivaient nos ancêtres il y a 700 000 ans. Écoutez leurs réponses. Oh, c'est une bonne question, parce que ça serait après l'ère glaciaire, après qu'ils soient montés un peu d'Afrique. Donc je sais pas à quel point ils seront évolués à ce point-là, je me souviens plus de mes cours d'histoire. Ouais, c'est des chasseurs, c'est des nomades, chasseurs-cueilleurs. Bah déjà ils avaient pas tout ce qu'on a. Je pense qu'ils vivaient simplement. Avec des cailloux, ils chassaient, ils pêchaient et... Après, oui, l'image, c'est que tout le monde, c'est l'homme de Cro-Magnon, c'est dans des caves avec du feu et des lances
à essayer de trouver des mammouths. Je ne sais pas s'il y a des mammouths en Europe, mais... Voilà, donc ils vivaient dans des cavernes, ils sortaient pour chasser. Ils peignaient sur les murs. Ils peignaient sur les murs, effectivement, oui. Sur les murs. Ils peignaient des beaux dessins, Ouais. très beaux dessins. Ils sont en petits groupes, je sais pas, 20-30 individus maximum, quelques familles, et ils essayent de survivre. Ça devait être chaotique. L'espérance de vie ne devait pas être importante. Hein. Suivant le climat, ils étaient tributaires des conditions climatiques, quoi, c'est ça. Quoi. Et puis de ce qu'ils trouvent à manger surtout. Quoi. Ils vivaient dans une jungle, dans une espèce de jungle qui avait beaucoup de verdure. Mais beaucoup, genre, c'est beaucoup d'arbres, des cailloux aussi. J'imagine ça avec beaucoup de pierres. Et ouais, c'était très vert, très... Je pense que c'était pas du tout comme là. Pas, vraiment pas. Et ouais, du coup, on a tout modifié. Ah bah, on enlève tout ce qu'il y a autour. Bon, c'est de la forêt, je pense. Hein. Ouais, je pense. Là, c'est le bassin parisien. Ouais, c'était peuplé plus le long de la Seine, je pense, où il y avait de l'eau à prendre. Quoi. Peut-être une grande forêt tropicale, mais à mon avis, il faisait peut-être plus froid. Des forêts peut-être, des plaines. Après, je pense. connais pas trop la géographie qu'il y avait ici avant que on s'installe, mais il y avait beaucoup de forêts avant. Voilà. Marie-Hélène, les gens ont beaucoup d'imagination. Alors, je ne sais pas s'ils sont proches de la réalité ou pas. Est-ce que les hommes préhistoriques, il y a 700 000 ans, vivaient plutôt à la belle étoile ou dans des cavernes ? Alors, on a tellement peu de sites, déjà. Donc, les sites sur lesquels on travaille sont des sites de plein air. Ils vivaient le long des cours d'eau. Ils allaient là où il y avait de l'eau, où il y avait des potentielles carcasses d'animaux, où il y avait de la matière première. Il est difficile de savoir s'ils occupaient des cavités. On a très très peu de restes, mais on a la preuve qu'ils occupaient des cavités. Mais quand j'entends qu'ils vivent dans les cavernes, non, ils vivaient à l'entrée, là où il y a de la lumière du jour. Ils n'allaient pas vivre dans le noir. Donc il y a quand même une diversité de types d'habitats qu'on est capable de voir et d'observer. Vous dites qu'ils ne vivaient pas dans le noir parce qu'à cette époque-là, ils ne maîtrisent pas encore le feu. Non, le feu est très récent. Quand on parle de préhistoire, c'est 400-450 000 ans, la capacité à reproduire, à fabriquer soi-même le feu. Ça ne veut pas dire qu'avant, très ponctuellement, on a la preuve qu'ils pouvaient récupérer des feux naturels, des feux de brousse par exemple, des feux de la nature avec un éclair, mais ils n'étaient pas capables de le reproduire. Ça veut dire qu'ils ne mangeaient que de la viande crue. Même ceux qui ont occupé Moulin-Quignon, lorsque les conditions sont froides, ils ne mangeaient que de la viande crue. Et quelqu'un les imaginait vivre en petits groupes. Est-ce que c'est le cas ? Alors probablement, quelqu'un disait des chasseurs-cueilleurs, c'est très juste. Ce sont probablement des groupes, alors on a du mal à estimer bien sûr leur taille, mais les chasseurs-cueilleurs actuels dont on a quelques expériences, c'est entre 10 et 20 individus, parce qu'il ne faut pas être trop nombreux pour pouvoir se déplacer. Donc probablement des petits groupes. Leur degré de mobilité, on a du mal à l'estimer pour ces périodes si anciennes. On ne sait pas trop s'ils restaient dans une zone plutôt limitée ou s'ils bougeaient beaucoup. Là, c'est difficile d'estimer. Ça dépendait peut-être des zones géographiques. Lorsqu'il y avait les grandes plaines, ils pouvaient peut-être plus bouger que dans des zones plus enclavées du sud, ou par exemple le bassin de Notarquirico, dans lequel il était possible de rester parce qu'il y avait tout disponible sur place. Vous nous avez dit plutôt que c'était des charognards aussi, là, qui mangeaient de la viande crue. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer que des fois, ils mangeaient de la viande un peu faisandée ou ils récupéraient des carcasses qui traînaient depuis il y a très longtemps. Alors, charognard sûr, il est probablement qu'il chassait des petites espèces, mais les très grosses, il n'avait pas les compétences pour chasser. Donc, il profitait des grands carnivores. À un moment donné, les Machaerodus, les fameux tigres à dents de sabre, que vous avez vu dans l'âge de glace. Et il y avait aussi les hyènes, etc. Donc, il y avait une sorte d'association en quelque sorte, mais on sait aussi qu'ils accédaient sans doute très vite à une carcasse qui venait de mourir ou qui venait d'être tuée par un carnivore. On a certains indices qui montraient que probablement la viande était plutôt fraîche. Ça ne veut pas dire que dans certains cas, ils n'allaient pas manger de la viande faisandée. Chasseurs et profiteurs un petit peu en même temps. Voilà, tout à fait. Et vous, quand vous êtes sur le terrain, est-ce que vous essayez de vous imaginer un petit peu leur vie ? Est-ce que ça vous aide à donner du sens aux traces et aux indices que vous trouvez ? Ah oui, toujours, parce que quand on fouille, c'est quand même quelque chose d'assez abstrait, parce qu'on est dans de la terre, on est dans des choses qu'on sort tout doucement, même si quand on sort un objet comme ça, on se dit qu'on est le premier depuis 700 000 ans à toucher cet objet. Le dernier qui l'a touché, c'est un Homo heidelbergensis. Mais je tends toujours quand même à montrer aux étudiants qu'il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque et imaginer dans quelles conditions ces hommes sont venus et dans quel paysage ils sont venus s'installer.
Ça vous aide à interpréter aussi ce que vous trouvez? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Sinon, on reste dans l'abstrait complètement. L'objectif, c'est quand même d'associer toutes les disciplines pour essayer de faire parler le plus possible le site. Alors, de plus en plus, les méthodes s'amplifient, se précisent. On arrive maintenant de plus en plus à faire parler le monde de l'invisible aussi. Mais encore, il nous manque quand même beaucoup d'informations. On fouille des poubelles, on fouille ce qu'ils ont bien voulu nous laisser. Donc, il y a une partie qu'ils ont dû emporter avec eux, donc il nous manque. Et donc, à partir de là, on doit essayer de reconstituer leur mode de vie. Merci Marie-Hélène. Ensemble, on a retracé l'installation des hommes préhistoriques en Europe il y a 700 000 ans. Vous nous avez expliqué qu'à cette époque, nos ancêtres avaient de meilleures capacités d'adaptation à leur environnement. À présent, je vous propose qu'on explore de plus près le lien entre le climat et la mobilité des hommes préhistoriques. Comment connaître les environnements du passé? Comment remonter jusqu'au climat de l'époque? Et comment a-t-il influencé la migration des hommes préhistoriques? Notre prochain invité fait partie de la même équipe de recherche que Marie-Hélène et vous travaillez ensemble pour tenter de lever les mystères sur nos origines. Place à l'esprit d'équipe. Vincent Le Breton, bonjour et bienvenue sur le plateau de Sciences en Question. Bonjour. Installez-vous. Vous êtes professeur au Muséum national d'histoire naturelle à Paris et vous êtes membre de la même équipe de recherche CNRS que Marie-Hélène. Et votre spécialité, elle est assez originale puisque vous êtes palynologue. Alors, première question évidemment, que fait un palynologue? Un palynologue étudie les grains de pollen qui sont produits par la végétation. Toutes les plantes à graines produisent des grains de pollen et ces grains de pollen, en fait, ils ont la particularité de se conserver dans le sol lorsqu'ils n'interviennent pas dans le cycle de reproduction des plantes. Donc ils se déposent sur le sol, ils sont piégés dans les sédiments et le palynologue, lorsqu'il veut étudier les environnements du passé, peut venir collecter des échantillons de sédiments et en extraire les grains de pollen fossiles. Finalement, les grains de pollen, ils sont recouverts au fur et à mesure du temps par des couches et des couches de sédiments. Donc vous arrivez à trouver des grains de pollen qui datent de plusieurs milliers, voire millions d'années. Exactement, oui, ça peut remonter à plusieurs millions d'années. Pour la période qui nous intéresse, en préhistoire, on a donc la possibilité de décrire les environnements de l'homme dès le début du Quaternaire, dès 2,6 millions d'années. Et on parle de grains de pollen fossiles. On peut parler de grains de pollen fossiles. C'est pas tout à fait exact. C'est un peu moi qui l'ai inventé, quoi. La fossilisation, en fait, c'est un processus de transformation des ossements, notamment en pierre. Et c'est pas du tout ce qui arrive au grain de pollen. Mais la membrane du grain de pollen, en fait, elle a une nature chimique très particulière. C'est de la sporopollénine. Ça se conserve très très bien dans le sédiment dès lors que c'est protégé de l'oxydation. Oui, c'est pas le pollen entier que vous retrouvez, c'est la capsule. C'est la capsule en fait, et c'est une capsule qui a des formes très particulière. En fait, chaque plante va émettre un grain de pollen avec une morphologie spécifique. On voit quelques exemples là, par exemple. C'est quoi ce qu'on voit à l'écran? C'est un grain de pollen de la famille des Ericacées. C'est les plantes comme la bruyère, par exemple. C'est en fait très particulier parce que c'est un assemblage de 4 grains de pollen. On en voit 3 très nettement ici, mais il y en a un 4e qui est en dessus ou en dessous. On a un autre exemple aussi de grains de pollen. On va vous faire passer un peu une sorte de blind test, un test. Vous allez nous dire à quelle espèce végétale ça correspond. Là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des formes très variées en tout cas. Oui, parce que là, c'est un grain de pollen de Cichorioidea. En fait, c'est des plantes parmi lesquelles on va trouver le pissenlit, par exemple. Donc, on est dans la famille des Astéracées. En fait, la palynologie est on pourrait dire que c'est une sous-discipline de la botanique. Comme on a cette chance d'établir un lien entre la plante et le grain de pollen qu'elle produit, on s'appuie, nous, sur les caractères morphologiques de ces grains de pollen pour identifier les plantes, mais du passé. Alors ces grains de pollen, vous ne les trouvez pas n'importe où. Où est-ce que, pour ça, vous faites des carottages finalement pour aller les chercher dans les sédiments, puisqu'ils sont enfouis dans la terre. Où est-ce que vous allez faire ces carottages? Alors, c'est vrai que je vous ai dit que le grain de pollen se conservait dès lors qu'il était
à l'abri du processus d'oxydation. Donc en fait, tous les types de sédiments ne vont pas conserver le pollen, et les plus propices en fait, ça va être les sédiments de tourbière, ça va être les sédiments qui se déposent au fond des lacs ou au fond des mers. Et donc, en fait, on peut, si on est en contexte de tourbière ou de lac asséché, comme le montre la diapositive ici, on peut faire un carottage avec un carottier de petite dimension. C'est un petit peu plus compliqué en termes de logistique lorsqu'il faut aller faire un carottage en mer Méditerranée, par exemple, parce que là, il faut un navire océanographique. Comme le Marion Dufresne, par exemple. Et là, par exemple, c'était où ce carottage? Alors là, on était en Tunisie centrale, dans des anciens paléolacs qui se sont asséchés au cours de l'Holocène. C'est la période la plus récente de notre histoire quaternaire. En Tunisie, il y avait de nombreux lacs qui témoignaient d'une humidité à l'Holocène moyen. C'est ce que l'on appelait l'African Humid Period, la période humide africaine. Et à partir de les 4 derniers millénaires, on va voir une aridité croissante se mettre en place pour arriver aux environnements actuels que l'on connaît, qui sont plutôt arides, semi-arides en Tunisie centrale. Alors, petite précision, les carottages que vous faites, ils ne sont pas faits directement à proximité des sites archéologiques que Marie-Hélène étudie. Par contre, les carottes couvrent les mêmes périodes de temps, c'est ça? Exactement. Alors, on peut avoir de la chance, c'est-à-dire qu'un site préhistorique majeur peut se trouver à proximité d'une zone où on va pouvoir carotter des belles séquences de sédiments qui enregistrent bien le signal pollinique. Mais bon, parfois, il faut accepter de se déporter un petit peu, mais bien sûr, il faut tout de même traverser les mêmes niveau chronologique, et pour ça en fait on s'appuie sur les collègues dateurs, géochronologues, qui vont être capables, tout comme ils peuvent dater les sites préhistoriques, ils peuvent nous dater les sédiments que l'on remonte des carottages, et puis on va travailler en corrélant ensuite les âges entre nos carottages et les niveaux d'occupation humaine sur les sites préhistoriques. Alors avec les pollens que vous retrouvez, vous arrivez à faire le lien avec les plantes qui étaient présentes. Mais comment vous arrivez à reconstruire finalement les environnements du passé? Alors le palynologue, là, en fait, il travaille en se référant à l'actuel. C'est-à-dire que les environnements actuels sont des environnements qui ont existé au cours du Quaternaire. Et donc on a à disposition une sorte de banque de données, de connaissances, des signatures polliniques de chaque type d'environnement actuel. Et donc ensuite, lorsque l'on travaille dans le fossile, eh bien, on va essayer de voir à quoi nos spectres ressemblent le plus dans l'actuel. Quand vous parlez de signature pollinique, ça veut dire quoi pour être un peu plus concret? Eh bien, un milieu forestier, par exemple, va être composé de grains de pollen d'arbres. On va retrouver presque exclusivement des grains de pollen de chaque espèce d'arbre qui compose notre milieu forestier. Ça peut être des arbres de la forêt tempérée, des arbres caducifoliés. Si on regarde par exemple la forêt de Fontainebleau, elle est essentiellement composée de chênes, de charmes, de tilleuls. Eh bien, ça va être, lorsque l'on est dans le passé, dans un environnement très forestier, ces espèces que l'on va aussi retrouver au niveau pollinique. Si je résume, c'est finalement, à chaque environnement correspond sa recette de pollen. Un petit peu, en quelque sorte, oui, c'est ça. Un autre exemple, ça pourrait être pour des milieux très très ouverts de type steppe, dans ces environnements qui sont dominés par des herbacées. Évidemment, là, on va trouver une toute autre signature, puisque c'est uniquement les grains de pollen produits par ces plantes herbacées qui vont être présentes dans nos assemblages polliniques. Et ce qui est intéressant quand on travaille sur un carottage, c'est que l'on peut voir successivement, en fait, les environnements forestiers, laisser la place à des milieux plus ouverts, puis à nouveau à des milieux forestiers, et ceci dans un pas de temps de l'ordre de la dizaine de milliers d'années. Puisque en fait au cours du Quaternaire, on a des cycles climatiques qui se répètent, un cycle englobant une période glaciaire et une période interglaciaire. On va y revenir, mais avant, je voulais quand même qu'on parle aussi, donc vous arrivez à reconstituer les environnements, mais vous allez un peu plus loin, puisque vous pouvez même reconstituer les climats du passé. Oui, depuis quelques
années maintenant, des collègues ont développé des méthodes de reconstruction des paramètres climatiques que sont les températures, l'humidité, à partir de l'enregistrement pollinique. On parle de Pollen-Based Climate Reconstruction, des reconstructions climatiques basées sur la signature pollinique. Il y a plusieurs méthodes existantes que l'on a plutôt intérêt à essayer de croiser pour s'assurer qu'on ressort à chaque fois un même résultat. Et on peut comme cela accéder aux températures annuelles, mais aussi aux températures saisonnières, c'est-à-dire avoir une idée des températures pour le mois le plus chaud, pour le mois le plus froid. Et on peut aussi faire ce même travail pour le régime des précipitations, avoir une idée du régime de précipitations annuelles, mais aussi du mois le plus humide et du mois le plus sec dans une année. En fait, vous extrapolez par rapport au pollen que vous avez eu. Vous connaissez les paysages, à quel climat ils correspondent aujourd'hui, et vous extrapolez ce qu'il y avait il y a... C'est ça, avec un climat non perturbé par l'homme. Marie-Hélène, j'imagine que c'est des indices très important pour vous. Des travaux comme ce que fait Vincent, des spécialités qui sont indispensables pour nous préhistoriens, parce que plus on aura de connaissances sur les climats passés, plus on pourra essayer de corréler par rapport à nos données archéologiques et d'essayer de voir dans quel contexte ces hommes étaient installés, qu'est-ce qui leur plaisait, quel type d'environnement, quel type de climat. Et à ce moment-là, voir toutes les stratégies d'adaptation et pourquoi sont-ils arrivés si tardivement en Europe aussi. Est-ce qu'il y a des raisons climatiques derrière cette arrivée tardive ? Alors quand même, les choses évoluent. Aux alentours de 700 000 ans, le climat change. Qu'est-ce qui se passe, Vincent ? En fait, autour de 700 000 ans, on est dans une période qu'on appelle la révolution du Pléistocène moyen. Et en fait, on passe de cycles qui, jusqu'à présent, de cycles climatiques, duraient 41 000 ans, à des cycles qui vont s'allonger pour durer 100 000 ans. On voit à l'image là, expliquez-nous ce qu'on voit, décrivez-nous. En fait, on voit ici, là, en haut de cette figure, on voit une courbe, qui est la courbe isotopique de l'isotope 18 de l'oxygène, enregistrée dans les calottes polaires, dans les carottes prélevées, les carottes de glace prélevées au niveau des hémisphères. Ici de l'hémisphère nord. Et en fait, on voit, lorsque les valeurs sont vers le haut de la figure, on décrit des périodes plutôt chaudes. À l'inverse, lorsque les valeurs s'effondrent et vont vers le bas, on a alors des périodes glaciaires. Tout ce qui est en haut du trait vert, c'est plutôt des périodes chaudes. Non. Chaque oscillation, en fait, décrit un cycle climatique avec une valeur interglaciaire, puis un glaciaire, et on retourne en interglaciaire, glaciaire, interglaciaire, glaciaire. Le trait vert, en fait, il sert à montrer que au début du Quaternaire, 2 600 000 ans, c'est vers la droite, eh bien, les périodes les plus froides étaient finalement, si vous suivez votre trait vert, beaucoup, mais vraiment beaucoup moins froides que les périodes glaciaires les plus récentes. Et en fait, par rapport, le changement qu'il y a eu, c'est justement l'augmentation de la durée des cycles climatiques. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'au cours du Quaternaire, dans un cycle climatique, les périodes glaciaires sont devenues beaucoup plus intenses et que ça s'est accentué, notamment lorsque l'on est passé de ces cycles à 41 000 ans à des cycles à 100 000 ans. Mais également, les études ont montré que ces périodes glaciaires ont également augmenté en durée. C'est-à-dire qu'au sein d'un cycle à 41 000 ans, on avait un partage à peu près équivalent entre la période glaciaire, la durée de la période glaciaire et la durée de la période interglaciaire, donc à peu près 20 000 ans. A l'inverse, lorsque l'on augmente la durée du cycle climatique pour les périodes les plus récentes de notre histoire, de notre préhistoire, eh bien, la durée du glaciaire va augmenter pour atteindre environ 80 000 ans. Donc, la période interglaciaire, elle, reste à peu près calée sur la même durée, mais le glaciaire devient beaucoup plus long et puis également, on l'a vu, beaucoup plus intense. Alors, ça correspond à la période à laquelle on s'est intéressé avec vous, Marie-Hélène. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Alors, ça signifie que les contrastes probablement entre les climats du nord-ouest de l'Europe et du sud étaient plus marqués. Donc, sans doute des contrastes d'environnement différents et plus marqués pour ces hommes. Donc, peut-être aussi des solutions qu'ils vont devoir trouver pour s'adapter
au nord-ouest et au sud de l'Europe. Mais je voulais revenir aussi sur cette alternance, et c'est plus marqué entre le glaciaire et les périodes tempérées. Il faut se dire aussi que ces changements, ils n'étaient absolument pas perceptibles par les hominides de l'époque. Ça devait être quelque chose qui était sur des milliers d'années, donc peut-être que les hivers devenaient un peu plus longs, plus rigoureux, mais il y avait un changement très très lent. Et donc peut-être des zones qui n'étaient plus favorables à certains moments, tout doucement, ces hominidés, soit ils refluaient dans des zones favorables, soit ils disparaissaient tout doucement. Rien à voir avec notre réchauffement actuel, qui est à l'échelle d'une génération. Donc une transformation, une adaptation très douce, très simple, très, très tranquille de ces hominidés qui vont soit rester dans des zones favorables, soit s'en aller. Alors, à partir de 700 000 ans, selon si on est en période glaciaire ou interglaciaire, quel paysage on avait ? Alors, lors des périodes interglaciaires, des paysages forestiers. En Méditerranée, des forêts avec un mixte d'arbres tempérés et méditerranéens. Et puis, au fur et à mesure que l'on remontait vers les latitudes plus élevées, des milieux avec toujours ces arbres tempérés et des conifères qui vont s'ajouter graduellement. Et puis en période glaciaire, cette fois-ci, les arbres régressent fortement, surtout aux hautes latitudes, pour laisser la place à des paysages très ouverts, donc de type prairie ou steppe, et des paysages plus en mosaïque sur les milieux méditerranéens, donc un mixte un peu qui peut subsister avec des forêts, des bosquets encore d'arbres, et puis des paysages un peu plus ouverts à proximité. En fait, ces régions méditerranéennes étaient certainement plus attractives pour l'homme, dans la durée en tout cas, et les régions plus septentrionales étaient plus difficiles à conquérir, je ne sais pas si on peut utiliser le terme, en tout cas à pénétrer pour l'homme préhistorique, d'où peut-être une mobilité nord-sud à envisager, avec des sortes de zones refuges qui seraient disséminées sur le pourtour méditerranéen, et puis des pénétrations occasionnelles vers des contrées plus au nord, et jusqu'à arriver enfin à des installations peut-être plus durables, mais à des périodes beaucoup plus récentes de la préhistoire. C'était vraiment des allées et des venues finalement. Oh oui, on peut supposer. Oui, c'est difficile parce que quand on a des périodes avec des groupes très très peu denses, une densité de population très faible, on voit plutôt une extension, une contraction des zones habitables, et on ne sait pas trop en fait s'il y a un reflux ou disparition parce que ce n'est plus habitable, et tout doucement la reproduction s'éteint et ces groupes humains disparaissent. Ça, c'est très difficile d'estimer pour ces périodes très anciennes. Et si on s'intéresse à d'autres endroits dans le monde à la même période, qu'est-ce que ça nous apporterait comme comparatif? Alors, on compare bien évidemment avec ce qui se passe. On travaille à l'échelle continentale pour ces populations. Même on regarde ce qui se passe en Afrique, puisqu'en fait, ils dérivent des populations africaines. Oui, ça nous donne des informations, surtout de comparer, par exemple, en Eurasie, aux mêmes latitudes, ce qui se passe sur les façades est des continents. Ce n'est pas tout à fait les mêmes types de climat. Et donc, de comparer aux mêmes latitudes, justement, les stratégies entre ces hominidés qui sont un peu différents et qui ne sont pas arrivés au même moment. Donc ça, c'est particulièrement très, très intéressant de comparer. Ils produisent des outils différents ? Non, c'est assez proche. On a un fond technique assez commun, mais ils vont avoir des matières différentes, ils vont être face à des populations d'animaux différents, des topographies, des paysages différents, et donc ils vont trouver d'autres stratégies avec leur creuset technique de connaissances. On va travailler sur la flexibilité de ces populations pour s'adapter à ces environnements différents. C'est passionnant, on pourrait en parler encore des heures, tellement il y a des choses à découvrir. Mais il est déjà temps de passer à notre 24 heures chrono. Alors évidemment, vos métiers intriguent autant qu'ils fascinent. On a demandé aux gens qu'on a rencontrés d'imaginer comment vous travaillez. Écoutez-les. Au début, c'est quelqu'un qui tombe par hasard sur quelque chose d'intéressant. Et après, il va y avoir des investigations, si on peut dire ça comme ça. Mais il faut déjà qu'il y ait une piste, parce qu'on ne va pas creuser ici au hasard. Ouais. Et puis ça va être délimité, il va y avoir une zone délimitée avec des chercheurs. Et ensuite on procède minutieusement, couche par couche, millimètre par millimètre en grattant. Et dès qu'on repère un indice d'un ossement intéressant ou d'un objet, on y va encore plus lentement. Si on pense aux premiers hommes et tout ça, des outils, peut-être des bols, des choses qui ont été construites, faites avec les mains, des choses de la faïence. Tous ces signes de vie en fait. Habitat, reste humain, reste
poterie, toutes ces choses-là, quoi. Ça dépend de l'âge, en fait, je pense. Tu m'aides pas beaucoup, hein? Non, bah écoute, je vois que tu parles beaucoup, mais t'es lancé, donc... Des os, des fossiles, des trucs comme ça, je pense. Des assiettes romaines, parce que c'est encore, on va dire, ce qui est le plus proche. Puis je pense que des choses médiévales aussi, des objets médiévaux. Et je pense que pour tout ce qui est de la préhistoire, tout ça, il faut chercher plus loin et peut-être plus au niveau des montagnes. Alors Marie-Hélène, vous travaillez très souvent sur le terrain. Expliquez-nous, racontez-nous finalement comment se déroule une fouille. Alors une fouille, l'objectif c'est d'essayer de récolter le maximum d'informations, puisqu'en fait quand on fouille c'est un peu comme un livre dont on arracherait chaque page qu'on vient d'avoir lu. Donc il ne faut absolument pas perdre des informations, même si on sait malheureusement qu'on en perd. Mais les méthodes sont de plus en plus performantes, de plus en plus minutieuses. Et donc les sites sont quadrillés et chaque objet est répertorié dans sa position exacte en 3D, X, Y, Z. Et l'objectif après c'est de travailler aussi sur la façon dont l'habitat était organisé. Est-ce qu'il y avait des zones d'activité, des zones de traitement des carcasses? Et donc là par exemple vous voyez un exemple d'une fouille qui est une fouille d'un site néandertalien sur lequel je travaille. Et donc l'objectif c'est vraiment de répertorier le maximum d'informations, que ce soit sédiments, objets, etc. Il se situe où ce site? Il se situe en bordure de la vallée du Rhône. C'est un site sur lequel les Néandertaliens sont venus entre 250 000 ans et 40 000 ans. Là aussi, des venues répétées, sans doute parce que l'endroit était particulièrement favorable. On entendait dans le micro-trottoir, on parle d'assiettes romaines, de restes d'habitation, tout ça ne cohabite pas dans les mêmes strates. Non, tout à fait. Là, on est dans des milieux anciens, donc avec des objets travaillés sur la pierre, ceux qui sont conservés, même si on sait qu'il y avait des objets en bois, les restes osseux, c'est-à-dire les poubelles qu'ils nous ont laissées, les animaux qu'ils ont consommés. Et donc, à partir de là, il faut essayer de reconstituer s'il y avait une organisation de leur maison, en quelque sorte. Et par exemple, sur ce site sur lequel on a trouvé là 700 000 ans, on a pu justement, en positionnant précisément tous les objets, on a pu trouver des déplacements d'objets dans le site. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué à un endroit et ils ont déplacé probablement pour utiliser cet objet à un autre endroit. J'imagine que ça doit être émouvant quand on tombe sur un outil comme ça. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on sait que le dernier qui l'a touché, c'est un Homo heidelbergensis il y a 700 000 ans, et on est le premier à le toucher. Donc là, on mesure la profondeur du temps. Parfois, c'est difficile de s'imaginer, et il faut peut-être calculer, on dit dans un siècle 4 générations, donc vous imaginez 700 000 ans, combien de milliers de générations on est en train de parler. On est en train de parler d'hommes qui ont vécu sur des profondeurs de temps gigantesques. Marie-Hélène, j'imagine que vous ne travaillez pas seule, isolée dans votre coin. Bon, déjà, on l'a vu sur les sites de fouilles, mais vous travaillez aussi avec Vincent. Quelles sont les autres spécialités auxquelles vous faites appel ? Alors la préhistoire, maintenant, elle ne peut plus être une préhistoire où on travaille seul. C'est parce qu'il y a un très grand nombre de spécialistes très pointus qui contribuent à faire parler, je dis toujours faire parler un site. Par exemple, sur Notarchérico, il y a une trentaine de spécialistes différents, que ce soit des personnes comme Vincent qui travaillent sur la reconstitution paléoclimatique, végétale, des spécialistes sur la faune, des paléontologues, des géologues, des dateurs. Et toutes ces personnes vont contribuer à apporter des informations qui vont nous permettre de faire parler le plus possible le site. Et c'est justement à ces moments-là, je dis toujours que c'est assez magique quand les informations de tous ces spécialistes arrivent, où les choses commencent à s'animer. C'est-à-dire que tout ce qu'on a, toutes les heures sur lesquelles on a travaillé sur ces fouilles, qui sont parfois assez difficiles, on commence à avoir des informations sur la manière dont ces hommes vivaient. Vous, Vincent, pour vous, la révélation, ça a été la première observation de pollen au microscope quand vous étiez stagiaire au Muséum national d'histoire naturelle. Qu'est-ce qui vous a séduit quand vous avez vu ces pollens ? Oui, j'ai eu la chance de venir faire un tout premier stage de découverte lorsque j'étais en maîtrise de géologie. Et je suis arrivé un lundi matin en fait au laboratoire et on m'a installé un microscope en me disant les boîtes sont là et il n'y a qu'à regarder pour commencer, puis on discutera après. Et donc je me rappelle très très bien, j'avais pris une lame de référence avec un grain de pollen de tilleul. Et en fait, ça a été une vraie révélation parce que je ne m'étais pas imaginé en fait que le microscopique, parce que le pollen c'est un objet microscopique, je ne m'étais pas imaginé que ça puisse être aussi joli. Et en fait, voilà, pour moi, il y a une dimension très très presque artistique dans les grains de pollen. Et j'arrête pas de m'émerveiller en fait depuis. Mais en tout cas, ça avait été un déclic et regarder ce grain de pollen, je m'étais dit, mais ça, je veux bien en faire mon métier, moi, de ça. Et puis voilà. Et ça vous a jamais quitté ?
Non, pour l'instant, non, c'est resté, ouais. Aujourd'hui, votre activité, elle se divise en 3 grands volets. Le prélèvement d'échantillons sur le terrain, l'analyse en laboratoire et aussi l'enseignement, puisque vous êtes professeur. Qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous anime le plus dans votre métier ? C'est un peu un mixte de ces 3 activités que vous décrivez, c'est-à-dire entre recherche et puis enseignement. Je pense que, contrairement à Marie-Hélène, qui est chercheuse au CNRS, moi j'apprécie énormément d'être enseignant-chercheur, c'est un autre statut, mais j'apprécie beaucoup moi la tâche, la mission même d'enseignement et de transmission des connaissances à des étudiants. On a la chance, nous, d'enseigner au niveau master quand on est au muséum, donc avec des étudiants qui sont très motivés pour venir ici au muséum faire leur cursus universitaire. Et puis également, il y a l'encadrement et la formation doctorale, où là, en fait, on forme les futures générations de chercheurs. Et ça, je trouve que c'est vraiment passionnant parce que c'est vrai que quand on mène nos recherches, on aime bien envisager qu'il y aura une suite après nous et donc former ces jeunes générations, même s'ils ne vont pas rester dans notre laboratoire, ça va essaimer, il faut qu'ils aillent faire ensuite leur propre place, ces jeunes chercheurs. Mais voilà, c'est une des parties de mon métier que moi j'apprécie énormément. Alors pour en arriver où vous êtes aujourd'hui, il a fallu engranger beaucoup de connaissances théoriques et pratiques. Marie-Hélène, par exemple, vous avez suivi un double cursus, préhistoire et géographie, avec une option géologie du quaternaire. Et quand vous avez eu votre maîtrise, tout le monde vous disait que vous ne trouveriez pas de poste, mais vous avez fait une rencontre avec Yves Coppens, donc très célèbre paléontologue, et il vous a convaincu de vous accrocher. Vous voulez nous raconter ? Oui, parce que depuis toujours, en fait, moi, ma passion, elle vient de bien plus vieux que Vincent, puisque c'est à l'âge de 10 ans que j'ai demandé à mes parents comment s'appelait ce métier, et ils m'ont répondu archéologue. Je leur ai dit, je serai archéologue. Et on m'a toujours dit que c'était impossible d'avoir un métier, aussi loin que je me souvienne. Et donc, arrivé en maîtrise, effectivement, je me posais quand même des questions parce que pour l'avenir. Et donc, j'avais 20 ans, et j'ai osé écrire à Yves Coppens. Donc, j'étais quand même c'était assez spécial. Et ce monsieur était vraiment très gentil parce qu'il était très, très ouvert aux étudiants, très, très prêt à aider. Et donc, il m'a donné rendez-vous. Donc, ça, je m'en souviens encore quand j'ai eu la lettre qui m'a répondu en me disant qu'il était d'accord de me recevoir. Et donc, on a discuté. Il m'a donné des conseils sur l'avenir, ce qu'il fallait que je fasse ou pas faire, etc. Et vraiment, je l'en remercie beaucoup parce qu'il m'a vraiment donné de bons conseils. Et après, je l'ai continué à le rencontrer, ce monsieur. Je lui ai souvent dit, grâce à lui, qu'il m'avait donné vraiment des bons conseils. Et vous aviez quel âge à cette époque ? J'avais 20 ans quand il m'a reçu. Et alors aujourd'hui, si vous receviez quelqu'un de 20 ans qui voudrait se lancer, quel conseil vous lui donneriez ? Je reçois très souvent les étudiants. Ouais. Je réponds à tous les mails des étudiants qui m'écrivent, même des personnes que je ne connais pas, toujours. Parce que je me souviens qu'ils m'avaient vraiment aidé et que je pense que c'est de mon devoir également d'aider des personnes plus jeunes à les conseiller. Alors je ne vais pas prétendre d'avoir les meilleurs conseils qui soient, mais de par mon expérience, je pense que je peux quand même donner quelques pistes qui peuvent les aider à prendre la bonne décision qui leur convienne. Oui, tout à fait. Et finalement, avec beaucoup de détermination, au final, vous êtes parvenu à entrer au CNRS. Voilà, comme dit Vincent, il y a des moments difficiles dans la recherche. On n'a pas toujours des réussites, même au niveau des recherches. On ne trouve pas toujours des scoops, on ne trouve pas toujours beaucoup de choses. Mais moi, je le conçois plus une accumulation. Et le travail, c'est une accumulation, beaucoup de travail. Et à un moment donné, ça donne des résultats. Et donc ça, c'est ça l'objectif de la recherche pour moi. Vous, Vincent, vous êtes passé par des études de géologie. Ensuite, dès votre DEA, donc l'équivalent du master aujourd'hui, vous vous êtes formé à la palynologie. Et votre thèse, vous l'avez faite au Muséum national d'histoire naturelle, comme Marie-Hélène. Et à la fin de cette thèse, vous aussi, vous avez fait une rencontre marquante avec un palynologue de réputation internationale, monsieur Jean-Pierre Suc. Et vous vouliez qu'il soit le rapporteur de votre thèse, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, les fins de thèse, c'est tout le temps des moments un peu critiques. On est très tendu. Et j'avais besoin... j'avais compris que Jean-Pierre Suc était un palynologue dont les travaux faisaient autorité. Et ça me paraissait extrêmement important qu'il puisse être rapporteur de ma propre thèse parce que je trouvais que ça légitimait un peu la qualité de mon travail. Donc j'avais écrit à ce grand monsieur, enfin pour moi c'était un grand monsieur, parce que j'avais lu que ses travaux, mais j'étais vraiment impressionné à l'époque. Et donc je lui avais écrit en lui demandant si on pourrait se rencontrer pour que je lui expose un peu les objectifs et principaux résultats que j'avais acquis lors de ma thèse.
Il m'avait répondu très rapidement et il m'avait proposé de venir le rencontrer à Lyon, dans son laboratoire. Et ça a été c'est un souvenir que je garde maintenant parce qu'il était directeur de recherche au CNRS en fin de carrière. J'étais pas un de ses étudiants et pour autant, en fait, il m'avait consacré 2 jours pleins dans son agenda pour éplucher un peu tous les résultats que j'avais pu obtenir au cours de ma thèse et les discuter. Et en toute fin de 2e journée, en fait, il m'avait dit « Bon, c'est bon, j'accepte de rapporter ton travail ». Et vraiment, je lui suis extrêmement reconnaissant. Et je me rappelle aussi quand il m'avait ramené à la gare pour reprendre mon TGV. Et je lui avais, en le remerciant à nouveau, je lui disais que vraiment j'appréciais de voir qu'il avait pris le temps de me répondre, de me recevoir. Et en fait, il m'avait dit qu'il fallait tout le temps... déjà, il m'avait dit qu'il faut rester humble. Donc c'était étonnant parce que c'était pas forcément la réputation quand on parlait de Jean-Pierre Sucre à l'époque. C'était pas forcément ça qu'on pouvait avoir en tête. Mais surtout, il m'avait dit qu'il fallait rester toujours très curieux. Et très curieux des travaux qui se lançaient dans les différents laboratoires. Et c'est vrai que c'est quelque chose maintenant que moi j'apprécie beaucoup lorsque j'en ai l'occasion de pouvoir suivre les travaux de doctorants, mais qui ne sont pas mes doctorants, hein, qui sont des doctorants dans d'autres laboratoires. Alors soit en participant au jury de leur soutenance de thèse, mais même de discuter pendant leur thèse. On les croise souvent lors des colloques, et donc d'aller à leur rencontre, de montrer que voilà, on est accessible et qu'ils peuvent venir discuter avec nous. C'est quelque chose je pense, qui est essentiel pour justement cette transmission un petit peu des connaissances et des savoirs dans une discipline. Alors on arrive presque au terme de cette émission, mais avant vous allez nous partager vos meilleurs souvenirs et vos passions. C'est la séquence coup de cœur. Alors Marine, toi aussi t'as fouillé et tu vas nous dire ce que tu as découvert. La fouille a été fructueuse. Marie-Hélène, vous êtes une fan des pays du Grand Nord et vous avez vu ce que beaucoup de gens rêvent de voir une fois dans leur vie, des aurores boréales. Elle vous vient d'où cette passion pour les pays du Grand Nord ? J'aime le froid. J'aime quand il fait froid et j'aime les beautés de la nature. Elle me donne une sorte de quiétude et de tranquillité, de calme. Et ça me suffit d'être devant un beau paysage, devant quelque chose de beau. Et donc les aurores boréales, pour moi, j'ai toujours rêvé d'en voir avant de pouvoir y aller. Par exemple, cette photo, elle a été prise au-dessus de Tromsø, en Norvège. Et donc c'était un soir particulièrement éblouissant. Enfin, j'en ai jamais vu d'aussi belle. Et surtout, j'aime cette atmosphère avec un ciel cristallin, froid, glacial, la neige qui craque, et on voit des milliers d'étoiles. Et en même temps, presque moi, ça me symbolise aussi la profondeur du temps sur lequel on travaille. J'ai l'impression d'être face à l'infini quand je regarde des aurores boréales. Donc j'associe un peu les deux. Vous vivez des expériences de folie, voir des aurores boréales, toucher des objets de 700 000 ans, c'est passionnant. Beaucoup de chance. Ça, c'est votre photo ? Oui. Enfin, c'est pas moi qui l'ai prise directement, mais c'est un ami qui était à côté et j'étais à côté, donc je l'ai vue en direct. Tout à fait. Et les climats tropicaux, par contre, ça vous intéresse pas ? J'ai du mal avec la chaleur. Non, tout m'intéresse, mais bon, il faut faire des choix dans la vie. Mais j'aime vraiment le froid et les pays du Nord et l'hiver en particulier. Avec vous, Vincent, on va plutôt parler sport, course à pied, marathon, trail, on ne vous arrête pas. On a une photo de vous au départ de l'Eco-Trail de Paris, c'est une course de 80 km. Comment vous faites pour que le corps tienne pendant des heures et des heures de course ? Bon, il faut s'entraîner parce qu'on ne va pas se lancer comme ça du jour au lendemain. Mais c'est en fait la course à pied, c'est devenu une passion qui est née tardivement, vers l'âge de peut-être 35 ans. Et graduellement, j'ai augmenté un peu les distances. Et c'est vrai que j'avais en tout cas, dès le premier Eco-Trail, j'ai plus en tête quand a eu lieu le premier, hein, c'est une course qui a lieu tous les ans. Mais quand cette course a commencé, je m'étais dit un jour que j'aimerais bien pouvoir la faire, notamment parce que l'arrivée, après 80 km déjà de torture, l'arrivée est au premier étage de la Tour Eiffel et on ne prend pas l'ascenseur pour y monter. Et donc j'ai enfin pu faire cette course en 2022, donc l'année dernière, avec un collègue du muséum. En fait, ce que j'aime, c'est que effectivement, il y a une souffrance physique, mais qui, en fait, qu'on finit par mettre de côté. Et en fait, j'aime beaucoup me retrouver dans une bulle. C'est un peu une solitude qui me fait oublier cette souffrance. Et en fait, cette solitude,
moi, elle m'apaise beaucoup parce que voilà, on est pris dans un quotidien qui est quand même très rythmé. Et là, c'est des heures qui sont à moi et rien qu'à moi. Ça me permet aussi de réfléchir à certains sujets. Bon, je vais pas. Parfois, ça dérive sur. Ça peut être professionnel, mais ça peut aussi dériver sur des sujets qui m'occupent dans la vie. Mais voilà, c'est un peu un moment de recul. Introspection. Voilà, psychologiquement, ça vous apporte beaucoup. Énormément, ça m'apporte énormément. Et donc, régulièrement, j'ai le droit, au milieu de ma vie familiale, de placer quelques courses comme ça et de m'échapper. Là, c'est une autre course dans les Alpes avec un départ de Chamonix. Et alors, vous dites qu'il faut beaucoup s'entraîner. Vous vous entraînez en montagne Assez peu, parce qu'en étant parisien, c'est pas facile. Mais enfin, les coteaux de la Seine sont assez pentus quand même. Mais voilà, dès que je pars en vacances, j'aime bien aller un petit peu me confronter au relief. C'est pas facile. Et ben voilà, on arrive au bout de notre périple préhistorique. Merci Marie-Hélène, merci Vincent d'être venu sur le plateau de Science en question et de nous avoir raconté cette histoire captivante et de nous avoir partagé la passion de votre métier. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Science en question. On se retrouve très bientôt pour d'autres découvertes. Ciao les sorciers!